Salam alaikum, Azul bonsoir. Je suis content de vous retrouver après ces quelques jours de congé. Nous disons souvent, parce que nous l'avons entendu dire, que le rire est le propre de l'homme. Rire. Cette façon d'exprimer des sons en cascade, en rafale, qui viennent de l'intérieur de l'être et qui expriment une sorte de jubilation. Pas toujours charitable par ailleurs, puisqu'on dit qu'on peut rire de tout. Personnellement, je pencherai plutôt à penser que ce qui est vraiment le propre de l'homme et qui le distingue du reste de la création est le verbe, la parole, les mots. Des vocables non pas seulement pour exprimer ses besoins et ses sentiments, mais des mots pleins de sens, comme autant de lames à double tranchant, des armes qui peuvent tuer, mais aussi ressusciter des peuples moribonds, des mots combattants, des mots tempêtes, des mots drapeaux. N'est-ce pas avec des mots ou à cause de mots que des hommes sont subjugués et que leur oppression est justifiée, parfois à leurs propres yeux? Des despotes ne se sont-ils pas servis du verbe pour tromper ceux-là même qu'ils asservissent? Les mots ne leur ont-ils pas permis de faire croire à leurs victimes qu'ils sont leurs sauveurs, leurs héros, les meilleurs et les seuls qui vaillent? Les mots ont bien plus de puissance qu'on ne pense. Ce n'est pas par simple penchant que ceux qui cherchent à dominer leurs semblables veulent tous, sans aucune exception, monopoliser la parole. Et ils cherchent à l'interdire aux autres, à tout mettre en œuvre, coercition et corruption et violence, pour contrôler les médias et tous ceux qui ont accès à l'expression publique. C'est bien parce que les mots sont décisifs qu'ils sont utilisés pour psalmodier la parole de Dieu, chanter les hymnes à la nation, déclamer des poèmes, écrire des livres qui ont marqué l'humanité et le temps. Les mots sont un arsenal ravageur, mais aussi une crue féconde, une arme redoutable entre les mains des despotes qui s'en servent pour tromper, pour enchaîner, pour avilir, pour habiller leurs crimes d'oripeaux menteurs. Mais les mots sont aussi un torrent puissant, un vent de promesses tenues pour porter haut la vérité libérée de ses chaînes, pour magnifier la dignité humaine, le courage pour appeler à la résistance, pour briser les chaînes de l'oppression, pour démasquer les faux héros, les faux dévots, les faux frères. Vous allez me demander pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce sujet avec tant d'emphase. Pour plusieurs raisons, en fait, que je devais évoquer aujourd'hui. D'abord, pour bien cerner les motifs chafouins qui ont poussé Yahya à traiter publiquement Al-Magharibiya de chaîne ennemie ou de chaîne de l'ennemi. Cette péripétie, qui est tout ce qu'on veut, sauf fortuite, est la parfaite expression d'un régime qui s'affole parce que le contrôle de la parole lui échappe, parce qu'il ne monopolise plus le verbe, parce que tous les médias ne sont pas à vendre, parce que la carotte de la pub et le bâton de la répression n'ont pas barre sur cette voie, celle que vous entendez aujourd'hui, celle qui est sur votre écran, qui porte de plus en plus fort, de plus en plus loin. Nous ne vous l'avons pas systématiquement rapporté, mais en plus du fait qu'Al Magharibiya n'a pas été autorisée à diffuser depuis l'Algérie, son pays, ce qu'elle ne cesse de revendiquer depuis le début, elle est aussi la cible d'attaques incessantes, toutes aussi virulentes les unes que les autres. Calomnie, menaces, pression en tout genre sur sa direction et ses journalistes.
Cette ultime attaque de cet homme, qui passe pour être le plus emblématique, produit d'un régime qui a volé la souveraineté du peuple algérien, qui l'a massacré sans état d'âme et qui le mène droit au mur, montre combien ces barons et ces nervis appréhendent une vraie prise de parole par le peuple et par ceux qui cherchent à le servir et non pas à l'asservir ni à se servir et non pas à le manipuler. C'est pour cela, c'est pour ces raisons subliminales autant qu'elles sont décisives, que je ne dis jamais, ou presque jamais, État algérien, mais régime algérien, quand je désigne l'oligarchie qui a squatté le pouvoir dans ce malheureux pays. Et c'est loin d'être là un manque d'objectivité, de professionnalisme. Être objectif et professionnel, quand on est journaliste, c'est de ne pas se servir de sa visibilité ou de son audience pour influer sur le choix, ou tenter d'influer sur le choix politique de ses concitoyens. C'est de ne pas user de méthodes et de techniques propres au métier pour conditionner le jugement des gens. Être objectif et professionnel, c'est discerner les deux contenus qui sont dans chaque message que nous transmettons. De faire une nette différence entre l'information que l'on donne et le commentaire que l'on fait, en faisant en sorte que ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent savent quand vous les informez et quand vous donnez votre avis personnel. Mais dire d'une mafiocratie qu'elle est l'État algérien n'est en aucun cas objectif, encore moins moral, encore moins professionnel, puisque le rôle du journaliste est d'informer non pas seulement sur les faits, mais sur la nature des faits. Dire de ce régime qu'il est un État revient à sublimer un malfaiteur, à légitimer dans des droits de propriété qui ne sont pas les siens l'occupation par effraction d'un indu occupant. C'est bénir les crimes d'un monstre qui a violenté votre enfant et votre maman dans le même temps. C'est se faire le complice dans sa propre oppression. Pour ma part, le jour où je clamerai haut et fort que la conduite des affaires de la nation algérienne sont entre les mains d'un État, alors c'est que le miracle se sera enfin réalisé, ce qui est encore loin d'être le cas aujourd'hui, puisque l'Algérie reste otage d'un régime mafieux, mafiocrate et médiocrate, qui ne peut en aucun cas la mener vers le meilleur, puisque par essence, une médiocratie ne peut générer du mérite. Mais pour rendre justice à ceux qui le méritent, et ça reste mon avis, je suis en train d'exprimer un avis, là, je ne donne pas d'informations. Et donc pour rendre justice à ces gens qui le méritent et ne pas les mettre dans le même sac que ce qu'il y a de pire dans ce pays, je dois reconnaître, et je le fais en toute bonne foi et avec un vrai plaisir, qu'il existe au sein de ce régime de véritables commis de l'État, de véritables serviteurs de l'État, un peu comme des anticorps dans un organisme infecté. Le régime n'a pas eu d'autre choix que de recourir à leurs compétences. Sans eux, le pays aurait déjà explosé, parce que ce sont eux qui font en sorte qu'il y ait de l'eau dans votre robinet, que la lumière jaillit quand vous appuyez sur l'interrupteur, que vos enfants peuvent aller à l'école, que des hôpitaux, des routes et toutes les infrastructures dont nous jouissons, aussi imparfaites soient-elles, existent. Néanmoins, elles existent néanmoins et malgré tout. Mais ces gens-là sont des nôtres. Et le jour venu, le peuple saura reconnaître les siens. Aujourd'hui, le matin, Algérie. Ali Benouari, des sueurs et des larmes attendent les Algériens. Liberté. El Islah dénonce une révision constitutionnelle non consensuelle. Par FA. Algérie Focus. Constitution, ce qui devrait changer. Par Abdou Semmar. avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, comme d'habitude, Yahya Bonouar, journaliste, Samit Zeri, documentaliste, Abdelaziz Mjahed, général-major à la retraite. Nous essayerons de donner à chacun le même temps d'intervention.
Sami, alors Yahya Bounouar, merci d'être avec nous. Yahya Bounouar. Oui, bonjour et merci de votre invitation. Je salue vos téléspectateurs et bien évidemment les invités. Merci Yahya. Alors, pour commencer un peu par le sujet d'actualité par excellence, j'étais absent malheureusement la semaine passée, au moment où Bouteflika, entre guillemets, ou celui qui signe à sa place, a fait parvenir aux Algériens un message leur annonçant des choses et d'autres, et notamment que le projet de constitution donc, qui était concocté depuis des mois en dessous de la table était prêt à être révélé aux Algériens. Et curieusement, Bouteflika demande aux Algériens de garder leur calme, leur sang-froid. Pourquoi, à votre avis, une telle sommation? D'abord, le projet de constitution est annoncé par Bouteflika lui-même depuis le mois d'avril 2011, au plus fort de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Tout le monde s'en souvient. Donc ça fait plus de 4 ans et c'est parti vraisemblablement pour 2016. Deuxièmement, la constitution en Algérie est violée et piétinée chaque jour par Bouteflika lui-même, mais pas seulement, par d'autres. Donc franchement, je ne vois pas quelle valeur lui donner. Troisièmement, là où vous dites qu'il appelle les Algériens au sang-froid, je vais faire un peu d'humour, mais quand vous prenez les trains, quand vous allez dans des centres commerciaux ou même dans des immeubles, il y a des notices généralement qui disent « En cas d'incendie, commencez par garder votre sang-froid ». Donc pourquoi appeler les Algériens à garder leur sang-froid si lui-même ne sent pas qu'il y a quelque chose qui peut déraper. Donc en plus, je rajouterai, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est derrière tout ça? Louisa Hennoun, qui l'a longtemps soutenu, se demande aujourd'hui est-ce qu'il est au courant de tout. Enfin, sur le contenu de son message, Bouteflika annonce, par sa lettre, son document annonce que dans la Constitution, il va y avoir des changements qu'on peut qualifier de démocratiques. Moi, je me pose la question, est-ce que Bouteflika, à 77 ans, serait devenu un démocrate? Voilà, alors on ne va pas faire un procès d'intention. Il a démantelé la police politique, le DRS, mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui surveillent des citoyens, ceux qui surveillent les syndicalistes, ceux qui surveillent les militants, n'ont plus une casquette verte du DRS, mais ont une casquette bleue du ministère de l'Intérieur. Si Bouteflika démantèle la police politique, je dois, en tant que citoyen et en tant qu'observateur, le remercier, lui dire bravo, nahitna la police politique. Si c'est pour la remplacer par une police politique qui dépend du ministère de l'Intérieur, à quoi ça sert? En tant que citoyen, être surveillé par une casquette verte ou une casquette bleue ne change absolument rien. Donc on demande à voir et à comprendre ce qui se passe. Mais sur le garder votre sang-froid, franchement, c'est une énigme, on garde notre sang-froid. Ça fait 50 ans que les Algériens gardent leur sang-froid, à part la décennie où ils ont perdu totalement leur sang-froid. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il craint que les Algériens ne gardent pas leur sang-froid? Franchement, il faudrait le lui demander, mais évidemment, comme personne n'a accès à lui, ça va être très difficile. Restez avec nous, Yahya, cette décennie où les Algériens ont perdu non seulement leur sang-froid, mais leur sang tout court. Abdelaziz Mjahed, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, lors d'une récente intervention sur une autre émission, le Hadath, sur le Magharibiya, vous avez fait l'éloge du régime et parmi les étapes que vous considérez comme étant cruciales, vous avez cité ce dernier message aux Algériens attribué à Bouteflika. Alors, deux questions. La première, pensez-vous sérieusement que c'est bien Bouteflika Abdelaziz qui a lancé ce message? Premièrement, permettez-moi de réagir à votre introduction. Oui, je m'y attendais, figurez-vous.
لا لا على بالي لا لا mais quand même. Mais je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Quand même, c'est un réquisitoire, c'est Jamal. Ah, c'est moi c'est ce que je pense et je vous laisse dire ce que vous pensez vous. لا لا شوف نعم يا سي جمال نعم. هذاك لو ريكيزيتوار مليح كون جا السيد اللي راك تهضر عليه معاك انا بوركوا تسمع فينا الهضره هذيك اللي يعني انا حشمت نكوبي. C'est-à-dire, expliquez-moi, je n'ai pas très bien compris. ما فهمتش مليح فهمني. par respect للناس qui m'ont appelé. Oui. J'ai pas osé couper, mais ça se fait pas. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Général-major Abdelaziz Mjad, moi je vais vous dire une chose. Moi je me suis exprimé. Moi je n'ai jamais caché que je suis un journaliste d'opinion. Libre à vous. Libre à vous. Si c'était le sujet, marhaba. تفضل. Si c'était le sujet, il n'y a aucun problème. Non mais allez-y, exprimez-vous. Vous êtes libre, كلش. قول لي en quoi j'ai tort. قول لي en quoi par exemple ce n'est pas une mafiocratie, en quoi. C'est pas le sujet. Oui. Je suis pas l'avocat à Nasrin. D'accord alors. Dans ce cas, pourquoi vous me dites pourquoi? Mais vous dites que j'ai assisté à un réquisitoire d'un procureur. Normalement, la partie l'autre تكون حاضرة. Eh ben, il y a vous, c'est Abdelaziz. أنا je parle au mon nom, je défends أنا خاطيني, je peux pas parler au nom des autres. Moi, je lance publiquement une invitation à tous les gens du régime qui veulent venir dans mon émission. مرحبا بهم. Voilà. D'accord, tu as lancé comme l'invitation. ما جاوبكش. ما جاوبوش ما يجيوش قناة العدو. Choisissez un autre jour. C'est Abdelaziz. Si on en venait à cette question, d'après vous, est-ce que c'est Abdelaziz Bouteflika qui a lancé ce message? Vous m'avez posé une question. Oui. Indirectement, Goutli, vous avez défendu Kada wa Kala. Ça? Oui. Bon, merci Jamal. Quand je m'adresse à vous, Dima, il faudrait qu'on regarde un peu notre histoire. أنا كي نشوف la lettre تاع 1er novembre. Je fais appel à ma mémoire ونتفكر باللي le contenu تاع هاد la lettre هذه si vos souvenirs sont bons et votre mémoire مازالت تشفى l'appel des 18 en 1988. Reprenez l'appel des 18 en 1988 où chouf qu'est-ce que les 18 personnalités bénéficient ceux qui ont déclenché le 1er novembre Bentoubel Allah yarhamou Sherif Belkacem et des autres, qu'est-ce qu'ils ont demandé avec l'appel? Ils ont lancé un appel, ils ont demandé l'organisation d'une conférence nationale. Ils ont demandé le respect des libertés politiques et individuelles. Ils ont demandé le respect des institutions. Et qui en 88 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit, et je le répète encore une fois, à partir de l'appel le 18 1988 حتى اليوم, on a vu en 92 Boudiaf Allah yarhamou en 6 mois il a fait un pas l'appel à tous les Algériens. On a vu Kafi Allah yarhamou aussi avec Dr Youssef Khatib la conférence du consensus national. On a vu le président Zerwel le dialogue national et Bouteflika est venu, il a complété. Maintenant, إذا كان تحبوا on efface l'histoire, ما عندناش لا gomme تاع l'histoire يا جمال أخويا. Là, on ne l'efface pas, mais on essaie de la décortiquer, de comprendre ce qui se cache derrière. يا سي جمال. أنا تفضل. شوف أحكم l'histoire de l'Algérie, la trajectoire نتاعها من البروغرام تاع l'étoile nord-africaine l'Illium, en passant par l'appel du 1er novembre, la proclamation du 19 juin 65,
l'appel qu'a dit le 18 en 1988. وشوف quelles sont les étapes. Donc, est-ce que هادو les étapes on peut les nier? أنا نقول باللي personne ne peut nier des faits historiques كاينين من هنا. Tout le monde peut vérifier. سامحني, excusez-moi, c'est Abdelaziz. Moi, je vais vous poser une question. Généralement, on juge l'arbre à ses fruits, et pas l'inverse. Oui. Or, aujourd'hui, les fruits, c'est que ce régime a complètement dévasté ce malheureux pays. C'est le seul pays au monde, tenez-vous bien, c'est le seul pays au monde qui vit d'une monoressource, qui vit du gaz et des pétroles. C'est le seul pays au monde. Même Qatar, les pays du Golfe, le Brunei ont une diversification dans leurs ressources. L'argent des générations futures qu'on enlève de notre sous-sol et qu'on met dans les banques américaines. Notre école a été dévastée, notre université est classée après la Somalie. Nos valeurs les plus essentielles ont été extirpées par ce régime. La corruption règne en maîtresse sur ce pays. Où sont les étapes? Quelles étapes? Oui, mais les étapes, j'aimerais bien comprendre. اسمع l'essentiel يا سي جمال او ماهوش بكريتيكي حطينا لي سوليسيون. Les solutions, que ce régime laisse le peuple choisir ses dirigeants et vous aurez les solutions. يا سي جمال انت تقول لي اون جوج ان اربر سور سي فروي. Oui. يا سي جمال الاربر هذا لو فروي راهو قبو دون برونش. انا نحوس على السوكل، انا نحوس على الفرون كومون تاع البلاد. ماهوش ان فروي ولا اون برونش. ان فروي اون برونش تقدر على بالك يتنحاو هذوك با بروبليم ما يقعدوش. مي لو فرون تاع الاربر هو اللي يبقى. Mais il y a beaucoup à dire. انا je parle pas de personne. Mais Abdelaziz Mjad, écoutez, excusez-moi de vous interrompre parce que vous êtes en train d'exploiter votre temps d'intervention. Moi, je vous conseille de répondre à la question et pour pouvoir aborder d'autres questions. D'après vous, est-ce que c'est bien Bouteflika Abdelaziz qui a lancé ce message ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a lancé, qui l'a signé Abdelaziz Bouteflika? Je vous ai répondu. Oui. Je considère que c'est une étape, l'élan et la trajectoire nationale qui répond à des demandes qui sont inscrites dans notre histoire. Donc, qui a signé, qui n'a pas signé, c'est le problème. C'est pas ça, pour moi. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire ou là? Là, mais c'est Abdelaziz Mjad. 1927, c'est ça. Abdelaziz Mjad, si ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika qui a signé ce message, qui est signé Abdelaziz Bouteflika, c'est secondaire selon vous. C'est secondaire. Si je m'avais c'est possible. Mais non, on ne demande que ça. On ne demande qu'à ceux qui s'expriment publiquement pour qu'on sache que c'est lui. Ceux qui l'ont approché, ceux qui l'approchent peuvent répondre. Je ne suis pas près de lui. Mais là, on profite de l'occasion pour lui demander de recevoir Al-Magharibiya pour prouver au reste du monde qu'il est en bonne santé, qu'il signe ses messages et qu'il donne des instructions. Mais restez avec nous, Abdelaziz Mjad. Je reviens à vous dans un instant. Alors, Sami Dzeri. Bonsoir Jamaldine, à vous, à vos téléspectateurs et à vos honorables invités. Merci Sami Dzeri. Alors, Sami, votre lecture sur ce message que Bouteflika aurait adressé au peuple algérien et dans lequel il avertit que les Algériens devront garder leur calme, garder leur sang-froid quand le projet de la Constitution sera rendu public. Bien sûr, l'annonce de garder le sang-froid parce qu'on rentre dans une phase de turbulence et de l'incertitude. Il est bien évident qu'on annonce des jours pas vraiment meilleurs. Pour ce qui concerne le projet de la révision constitutionnelle, comme il l'annonce, c'est un projet. Or, c'est le premier mensonge car le projet date de avril 2011 qui a été annoncé à l'époque et on sait dans quel contexte. Il a été essayé de concrétiser par Ben Salah en 2011 et après l'élection présidentielle par Ouihia qui a
qui a finalisé cette consultation par la rencontre de Madeleine Ouzarad comme homme politique, comme personnalité nationale à la présidence. Deuxième chose qui est très importante, donc le lancement de la révision, de la révision annoncée, c'est à la veille du 1er novembre. C'est-à-dire on place cette révision dans un contexte symbolique parce que le régime a perdu toute crédibilité. Deuxième chose, l'annonce des promesses. Comme d'habitude, on nous promet une démocratie plus apaisée, selon le communiqué de la présidence. Troisièmement, le changement apporté à la nouvelle monture constitutionnelle. On nous parle de changements apportés à la Constitution. Mais par contre, il s'agit en fait d'un toilettage d'une révision de la Constitution en vue d'un casting dans un décorum démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par casting, Samedzeli? Casting de nouveaux personnages? Des personnages qui ont attribué sur rail? Bien sûr, évidemment, bien sûr. On est dans une phase de toilettage. Vous savez, avant le casting, on prend soin d'embellir l'image de la personne et ainsi de suite. Il s'agit bel et bien, donc quand je dis toilettage constitutionnel, on ne nous dit pas, par exemple, tout est flou. On ne nous dit pas de la commission de réflexion de cette constitution, elle est composée de qui? C'est des anonymes. Le comité de rédaction, personne ne sait. Et donc, on est dans le flou. On est dans le flou total. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de garder le calme en vue parce qu'on ne sait pas comment la réaction doit être faite. Cette révision, elle est faite en fait pour baliser les contours de l'après-Bouteflika. Parce que le problème, ce n'est pas la révision en elle-même. Quels sont les moyens et les instruments de contrôle? Moi, je me pose trois questions, Djamaldine. Oui. La première question, c'est quel est le rôle des structures sécuritaires et le rôle de l'institution militaire dans cette nouvelle constitution? Parce qu'il faut bien les définir. Quels sont les moyens de contrôle? Deuxième chose, on parle de séparation des pouvoirs. Par quels moyens, mécanismes et instruments pour séparer ces pouvoirs? Et troisième chose, concernant la société civile, l'activité politique et associative dans le monde politique, dans la société civile, est-ce qu'on attend toujours le coup près du ministère de l'Intérieur pour avoir un agrément d'activer politiquement en Algérie, même pour une simple association, ou est-ce que les agréments sont octroyés selon le degré d'allégeance et le degré de promiscuité avec le régime? C'est ça le problème. Le problème en Algérie, ce n'est pas la Constitution. Mais Samedzeli, j'aimerais vous poser des questions précises. D'abord, oui. Pourquoi cette Constitution a été concoctée dans le secret le plus total par des gens dont vous nous dites vous-même qui ne sont même pas connus, on ne sait même pas qui a préparé, quel est le comité de rédaction, quels sont les donneurs d'ordre. D'abord, pourquoi ce régime ne s'est pas servi, par exemple, des députés, des parlements, qui lui est pourtant acquis? Nous savons très bien que les députés votent tout ce qu'on leur dit de dire. Et pourtant, ils ne leur ont même pas fait confiance. Alors, deux questions. D'abord, selon vous, trois questions. Selon vous, je vous demanderai de répondre assez brièvement. Premièrement, qui sont ces gens, d'après vous, qui sont derrière cette énième constitution? Pourquoi, en réalité, est-ce que c'est pour préparer une dynastie horizontale, comme vous venez de le suggérer? Et enfin, qu'est-ce qu'il prévoit au juste, d'après vous? Quelles sont ces dispositions, en plus de dispositions qui existent déjà, comité de contrôle des élections qui n'ont jamais été appliquées, possibilité de saisine du Conseil constitutionnel qui existait déjà de toute façon, qui n'a jamais été appliquée? Donc, essayez de répondre à ces trois questions que je viens de vous poser. Pour ce qui concerne ce que vous venez de dire, Djamaldine, je vous renvoie à un livre qui a été écrit par Saïd Boucher, qui a lui-même présidé la Knesset et la Knesset, et qui était président de la coordination de commission politique surveillance des élections en 2007. Et en plus, les déclarations de M. Sderi, qui était la CSEL en 2012, les deux ont condamné les trafics électoraux. Le problème, ce n'est pas les commissions, les recours. Il faut juste voir l'article 88. Nous avons une belle constitution en la lisant.
Vous pouvez la lire comme pour s'assurer qu'il y a une constitution. L'article 88, il stipule incapacité physique et morale de jouir de ses compétences physiques et morales pour le président de la République. Mais personne n'a pu l'appliquer. C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est pas pour assurer une succession horizontale, je ne pense pas. Je pense qu'il faut s'assurer, par exemple, j'aimerais bien que les rédacteurs ou la commission de réflexion qui nous parlent du statut pénal de président de la République. Mais d'après vous, Sami Djeri, qui est derrière cette nouvelle disposition, cette nouvelle mouture de la Constitution? Qui, en tout au cas, juste, c'est une constitution unilatérale. Non, mais qui l'a fait? Qui est derrière? Quels sont les décideurs? C'est le clan présidentiel. Voilà, c'est le clan présidentiel qui est derrière, qui veut assurer de l'après, parce que l'option horizontale de passation de la succession n'a pas fonctionné. Et il n'a pas fonctionné parce que l'état-major n'a pas donné son quitus. Mais maintenant, il faut aussi s'assurer parce que il y a 800 milliards d'entrées et on n'a rien vu. Une autoroute Est-Ouest, on sait qu'est-ce qu'elle a donné, des projets qui caracolent. Donc c'est normal qu'ils veulent assurer leur survie, l'après Bouteflika. Moi, je ne vois pas d'autre que ça. Restez avec nous, Sami Djeri. Yahya Bounoir, pour appeler un chat un chat. Beaucoup de gens pensent que toutes ces dispositions sont l'œuvre de Saïd Bouteflika. Pour appeler un chat un chat. Et beaucoup de gens pensent que tout ça, c'est pour préparer son accession au pouvoir parce qu'il ne peut pas faire reposer un tel pouvoir sur le sort d'un homme qui est très malade. Mais d'autres personnes, non moins sensées, pensent que c'est complètement exclu, qu'il n'est pas possible que les Algériens puissent accepter une telle succession. À votre avis? Moi, très sincèrement, hein, je ne pense pas une seconde que Saïd Bouteflika succédera à son frère, ni qu'il en ait eu un jour le projet. Alors, par contre, il aide son frère, il s'est retrouvé par les circonstances, par la maladie de son frère, par sa position comme directeur de cabinet réel de son frère à la présidence, dans un régime ultra-présidentiel. Il s'est retrouvé comme le vizir de la République. C'est le seul qui a accès au chef de l'État, c'est son frère. Celui qui lui remonte les informations, c'est son frère. Et celui qui ensuite dispatche les ordres venus de Bouteflika, c'est son frère. Qu'ils viennent réellement de Bouteflika ou que ce soit son frère en route qui les décide, c'est son frère. Donc je ne pense pas, moi personnellement, à ce que Saïd, connaissant un peu comment ça tourne et puis la personnalité du frère, je ne pense pas du tout qu'il se lancera là-dedans. Par contre, ce que je pense, c'est que, bien évidemment, il est derrière tout ça. Je l'ai dit il y a 2 ou 3 ans, il a été méprisé et sous-estimé par notamment le DLS et le clan Atoufik. Et finalement, il s'est avéré qu'il est beaucoup plus intelligent qu'eux et qu'au bout du compte, petit à petit, plus patient, petit à petit, il a réussi il a gagné la bataille des clans entre le clan présidentiel et le clan du DRS. Mais Yahya, oui. Pourquoi aurait-il fait tout ça s'il ne vise pas à prendre le pouvoir de façon directe ou indirecte? Pourquoi alors? Non, je n'ai pas dit indirect. De façon directe, je ne crois pas une seconde, oui. Parce qu'il n'a pas la personnalité pour, il n'a pas le comportement pour. Quand on veut prendre le pouvoir directement, on assume publiquement ce qu'il ne fait pas. Ça reste quelqu'un de très discret, qui ne veut pas faire de discours. Quand on veut prendre le pouvoir, eh bien, on remplit des salles de 5 000, 10 000, 15 000 personnes et on vient faire des discours et on s'assume publiquement. Ce que jusqu'à présent, en tout cas, il n'a pas fait, il reste dans l'ombre, il reste il gère indirectement. Alors peut-être indirectement a-t-il quelqu'un qui le placera, j'en sais rien,
mais tout son parcours montre qu'il ne le fera pas de manière directe. Et indirect, d'après vous, c'est envisageable? Voilà, maintenant, indirect, je ne suis pas rentré dans ses neurones et dans son cerveau. Je m'imagine que quand ça fait maintenant 17 ans qu'il est au pouvoir, soit indirectement au début comme simple conseiller de son frère, puis directement depuis la maladie de son frère, je pense qu'il a envie d'y rester, il a envie de gouverner, il a envie de diriger, il a envie de nommer les gens, de dégommer les gens, il est en train de gérer par délégation, entre guillemets, le pays en donnant des instructions à droite et à gauche, et puis il y en a qui l'appellent, et tout le monde le sollicite, donc il a pris goût. Comment il renoncera à tout ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il va mettre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il prépare quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien. Mais bon, voilà, après, peut-être essayer de l'inviter. S'il écoute votre émission, lancez-lui une invitation en direct et posez-lui toutes ces questions et il y répondra s'il veut. Elle est lancée, voilà. elle est lancée, Yahya, elle est lancée. Elle a déjà été lancée plusieurs fois, mais en vain, et ça sera toujours en vain. Mais Yahya, si à Dieu ne plaise, parce que nous ne souhaitons la mort à personne, Abdelaziz Bouteflika disparaît du jour au lendemain. De quelle façon Saïd Bouteflika pourrait-il prendre le pouvoir de façon indirecte si la façade derrière laquelle il tire les ficelles n'est plus là? Bien, écoutez, très franchement, c'est un jeu complexe. Saïd Bouteflika tire le 99,99% de son influence d'abord, puis de son pouvoir maintenant, de la présence de son frère. La disparition, si elle arrive, ce que je souhaitais à personne, bien entendu, si elle devait arriver, le priverait de la légitimité de son pouvoir qui ne vient que de son frère. Saïd n'a jamais été élu, n'a jamais cherché à l'être, n'a jamais dirigé de parti, n'a jamais créé de parti, ne participe pas publiquement. Donc il ne tient sa puissance, son influence, son pouvoir que de la présence de son frère. La disparition éventuelle de son frère le priverait de tout ça, puisque de quel droit ensuite pourrait-il prendre des décisions alors que le mot-clé de Saïd, c'est le président a dit. Le président te demande, le président t'ordonne, le président a instruit que. À partir du moment où il ne peut plus dire le président a dit et le président a fait, veut que, qui va obéir à ses ordres? Personne. Yahya, il vous reste environ 3 minutes. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour essayer de piocher un peu cette question très très subtile de si son frère disparaît, il disparaît aussi. Abdelaziz Mjahed, il vous reste environ 4 minutes de votre temps. Est-ce que vous voulez commenter quelque chose en particulier ou voulez-vous que je vous pose une question? Non, je vais commencer par vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce qu'on juge les actes ou les intentions? Les deux. Les deux. Oui. Non, il vaut mieux juger les actes pour être juste. On juge les actes, non, on n'est pas Dieu. Dieu, Barkoua, il juge les intentions. Non, on juge les actes. Quand je prends la lettre dont on parle aujourd'hui, Oui. l'esprit de la lettre, est-ce que l'opposition, les partis d'opposition, ça fait des années et des années, est-ce qu'ils n'ont pas réclamé tout ce qui est contenu fait la lettre? La commission indépendante de contrôle des élections, Oui. le rôle des institutions, Oui. la séparation des pouvoirs, Oui. est-ce que ça n'a pas été la demande de tous les partis d'opposition depuis 89? Mais elles existent, ces dispositions. Elles ont existé de tout temps, sauf qu'elles n'ont jamais été appliquées. C'est tout. سامحني la séparation des pouvoirs n'a pas existé, l'indépendance de la commission autonome et indépendante de contrôle des élections, ça n'a jamais existé. Ah bon, vous connaissez pas la CNICEL, vous connaissez la CNICEL? La commission indépendante, elle a toujours été réclamée par l'opposition, elle n'a jamais eu lieu. Oui, mais indépendante, ça reste relatif. Hein. Mais je vous laisse
Je ne vais pas vous interrompre, je vous laisse développer. D'accord. Non, non, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution naturelle. On marche pas à pas vers la réalisation du projet national de la construction d'un État de droit, un État mécanique, où le citoyen est respecté, protégé et défendu. Oui. Non, oui, quelle est la question? Alors, je vais vous poser une question précise. D'après vous, qui sont les gens qui, non seulement qui ont donné les instructions pour faire ce projet d'une façon ou d'une autre, et qui sont les gens qui l'ont rédigé, qui l'ont discuté, qui l'ont préparé? Et pourquoi ça s'est fait dans le secret le plus total? Laisse le secret. Depuis 2012, si jamais, depuis 2012, oui. Il y a eu consultation. Il y a des gens qui ont été consultés de tous bords. Peut-être au niveau de la forme ou dans l'exécution, il y a des choses à parfaire, c'est possible. Il est possible aussi, on souhaite que le projet soit connu et débattu. Marhaba, au contraire, ça consolide la crédibilité qu'a le projet. Merci beaucoup, Abdelaziz Mjahed, d'avoir été avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sami Dziri, à votre avis, ce projet qui est censé passer par référendum, comment ça va se passer, ce projet de constitution? Je ne pense pas qu'ils vont le passer par référendum, ils vont passer par les deux chambres. C'est ce qu'ils ont dit, du moins. C'est ce qu'ils ont annoncé. De leur échapper. Oui, d'accord. De leur échapper parce que c'est très 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 difficile. On est dans une phase qui n'est pas une phase apaisée. Moi, j'aimerais bien répondre juste un point à M. Mjahed, le général Mjahed. Oui. Les structures ont toujours existé en Algérie. Toujours. Le problème, ce sont les instruments de contrôle et les outils d'application. C'est ça. La Knesset, elle a existé. C'est le président Saïd Bouchir qui l'a dénoncé après, dans un livre. C'est Mohamed Siddiqui qui l'a dénoncé. Le problème n'est pas là. Pour sortir vraiment de la crise, il faut savoir ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres pays. Vous avez le Mexique, par exemple. Le Mexique, pendant 70 ans, le Parti révolutionnaire mexicain, il a toujours truqué les élections. Il a toujours gardé le pouvoir, comme le FLN en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont créé un institut électoral indépendant. Indépendant. Le ministère de l'Intérieur, il a le droit de faire son calcul, le corps électoral, et ainsi de suite. Mais un institut en parallèle. C'est ça le problème. Si on crée un institut en parallèle, et là, nous mettrons devant le fait accompli le ministère de l'Intérieur. Parce que pour eux, c'est quoi le peuple? Le peuple, il est là on le convoque comme un chaptel, je m'excuse l'expression, pour juste cautionner des élections truquées dans un simulacre de démocratie. Et rien de plus. Cette révision de la Constitution est un danger. Est un danger, pourquoi? Parce qu'on a révisé toujours les constitutions dans la précipitation. En 1995, souvenez-vous, on a révisé la Constitution, bâclée, hop, on l'a fait passer. En 2008, Bouteflika est devenu en 99. De 99 jusqu'à 2008, il n'a pas cessé dans ses discours de critiquer la Constitution existante. Mais, suite à un accord, en 2 semaines, elle a été violée. Et aujourd'hui, on nous sort à la veille du 1er novembre, date symbolique, et on nous dit, voilà, et il y a un projet de révision constitutionnelle qui se tramait déjà depuis avril 2011. Et donc là, vraiment, c'est très dangereux. On joue parce qu'on n'a rien. On a juste ce qu'on appelle une monture, mais l'intérieur de la monture, on ne sait pas ce qui se passe. Comme je vous ai dit, les membres de la commission de réflexion, de rédaction, quels sont les nombres de juristes, qui est derrière, quel est le rôle demain dans cette constitution, quel est le rôle joué par des éléments extra-constitutionnels dans des institutions, telles que dans la présidence. Et ils nous disent, c'est quoi? Le statut pénal de président de la République. C'est ça.
Et si on va vers l'incertitude, c'est très très dangereux. C'est très dangereux, Jamaldine. Voilà ce que je dis. Sami Djeri, deux questions. Je vous demanderai de répondre assez brièvement, puisque nous ne sommes pas très loin de la fin. D'abord, Yahya Bonouar, tout à l'heure, en parlant du démantèlement de la police politique, mais malheureusement, il évoque aussi que son remplacement, d'une façon très trouble, on ne sait pas qui a pris en main les fonctions qui étaient dévolues au DRS. Elles n'ont pas disparu. Elles ont été déplacées sous d'autres contrôles. D'après vous, ça se passe comment, ce genre de déplacement en sourdine et en souplesse de telles prérogatives qui ont empoisonné le climat politique du pays depuis tellement longtemps? Certes, on est passé par un état DRS au DRS tout court. Tout simplement parce que le DRS, il a bloqué la révision de la Constitution de 2011 jusqu'à 2014. Maintenant, on a créé un service, on l'a intégré à la présidence, tout que l'état-major conserve ses services à lui. Moi, j'aurais bien aimé que si on veut vraiment aller vers l'état démocratique ou l'état des droits, parce que moi je revendique pas l'état civil, comme il le revendique Saïdani, moi je revendique un état de droit, tout simplement. C'est de créer une agence centrale de renseignement, et avec des renseignements dans chaque secteur, avec ses compétences, ministère de l'Intérieur, la Défense, elle aura ses services à elle, la présidence, elle aura l'extérieur et l'intérieur, et ainsi de suite. Et puis, il y a une coordination des services. Et ça se passe dans la transparence. Les gens, ils peuvent venir à la commission de défense, à l'Assemblée nationale, pour poser des questions et tout ça. Mais malheureusement, tout s'est passé en sourdine, certes, et tout s'est passé en catimini, total. Pourquoi? Parce que il y a vraiment de brouillard dans ce système actuellement, tout simplement parce que l'instabilité institutionnelle, c'est l'instabilité institutionnelle, parce qu'on est passé d'un état DRS qui contrôlait tout à un état qui cherche à contrôler quelque chose. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il faut créer une culture politique de sécuritaire. C'est que nos services de sécurité, depuis le MALC jusqu'au DRS, avaient comme principe le contrôle. Et on passe du contrôle à la maîtrise. Parce que dans la maîtrise, le citoyen, il n'est pas harcelé. On essaye d'avoir des choses sur lui, s'il représente un danger, ainsi de suite. Mais c'est pas de la même manière. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une phase très floue. Et les services de sécurité, je dirais, peut-être, ils sont domestiqués, malheureusement. Ils sont domestiqués et ils sont arrivés. Merci Sami Djeri, merci pour nous avoir apporté toutes ces informations. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Yahya Bonouar, il vous reste environ 4 minutes de votre temps. Nous avons essayé de dispatcher de façon équitable le temps d'intervention. J'aimerais vous poser une question au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure, que Saïd Bouteflika est un peu comme une bulle de savant. Il est là, il est bien visible, il est concret, il est là, et pour cause, puisque c'est lui qui nomme, qui dégomme un peu tout le monde, mais que si jamais son frère disparaît, pof, il n'est plus là. Vous pensez qu'un tel homme, qui a tellement bougé les choses, qui derrière tellement de choses, de nouveautés, de remodelage, de recomposition, de reconfiguration du champ politique, puisse accepter comme ça de pouvoir disparaître du jour au lendemain si son frère disparaît? That is the question, comme diraient les anglophones. Moi, je me pose la question, tant que Saïd Bouteflika n'assumera pas publiquement, parce que dans la vie publique, d'une manière générale, et en politique en particulier, seul ce qui est assumé publiquement a de la valeur. Le jour où Saïd Bouteflika fera des meetings, parlera aux gens, fera des réunions publiquement devant les caméras, fera des entretiens dans la presse, assumera des positions, à ce moment-là, ça voudra dire qu'il sort de l'ombre et qu'il entre dans la vie publique. Pour l'instant, jusqu'à présent, ça fait 17 ans, il est toujours resté, c'est le point commun qu'il a d'ailleurs avec le général Toufir, toujours resté dans l'ombre, caché. Il a un pouvoir, c'est évident, un gros pouvoir. Il dirige d'une manière indirecte, par délégation. C'est un grand vizir qui dirige le pays grâce aux prérogatives qu'a son frère.
Mais pour l'instant, jusqu'à ce jour, il ne prend pas la parole publiquement et il n'assume publiquement aucune décision, rien du tout. Donc en attendant, on verra. S'il a des ambitions cachées, de toutes les manières, il faudra qu'il les assume publiquement et qu'il sorte le dire publiquement. Ce que moi, personnellement, je ne pense pas. Ça reste mon avis, je peux me tromper, mais je ne le pense pas du tout. Comment il fera si en 2019 ou plus tard, à moins que son frère décide de faire un cinquième mandat, franchement, je ne sais pas. Mais bon, il faudra qu'il aille au charbon et qu'il sorte et qu'il se découvre et qu'il se mette sous les projecteurs. Et je ne pense pas que ce soit un trait de sa personnalité. Voilà. Pour revenir ensuite au fond, évidemment, c'est quelqu'un qui est derrière toutes les grandes décisions politiques directement, au moins depuis la maladie de son frère en 2013. Il dirige directement ou indirectement le pays, sans rendre de compte à personne, sans avoir de mandat de personne. Oui, finissez votre phrase. Voilà, et il est dans une attitude où il décide de tout sans rendre de compte à personne, sans avoir été élu par personne. C'est une position plus que confortable, encore plus confortable que celle de son frère. Merci Yahya, merci de nous avoir apporté tous ces éclaircissements. Nous en sommes là. Nous pouvons ignorer que le pays est à une croisée des chemins. Nous ne savons pas très bien quel chemin va prendre le pays. Le seul moyen de le savoir, c'est que le peuple décide quel chemin il veut prendre. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Abdelaziz Mjahed, merci à Yahya Bonouar, merci à Sami Dziri, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au plaisir. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.